Et on va tout de suite rejoindre notre invité, Mehdi Aliwa. Bonjour et merci d'être en direct sur l'antenne de France Info. Vous êtes sociologue, Bonjour. spécialiste migration et mobilité à l'université de Rabat. Et avec vous, on va revenir sur la crise migratoire qui a eu lieu après les événements de Ceuta. J'ai à mes côtés Anthony Bélanger et Sophie Dravinel pour vous interviewer également. Les ministres européens de la Défense se réunissent aujourd'hui par visioconférence, réunion en urgence après l'afflux massif de migrants marocains dans l'enclave espagnole nord-africaine. La plupart d'entre eux sont retournés au Maroc, mais le soufflet n'est visiblement toujours pas retombé en Europe. Est-ce que l'Union européenne a raison de tirer la sonnette d'alarme ? Là, c'est une question un peu difficile pour moi qui suis sociologue et sociologue marocain, mais peut-être un point de vue plus qu'une analyse. Il me semble que pour un Marocain, Schengen, c'est un très beau modèle. On aimerait bien avoir au Maroc et dans notre région un modèle de liberté de circulation comme Schengen. Donc on trouve un peu dommage, en tout cas moi, je trouve un peu dommage de d'hystériser comme ça les débats, alors qu'en réalité, il s'agit d'une relation d'abord bilatérale Maroc-Espagne et pas vraiment de population migrante. À la limite, peut-être une partie d'entre eux espérer rejoindre une partie importante qu'on ne sait pas quantifier, les rives européennes depuis cette enclave sur le territoire marocain. Mais beaucoup sont passés parce qu'à un moment donné, l'Espagne a ouvert les barrières terrestres pour empêcher que le drame humain soit pire que ce qu'il est déjà. Et donc, des gens qui étaient ici à côté d'une plus grande station balnéaire marocaine, les estivants, sont rentrés aussi. C'est ce qui a fait, bien sûr, gonfler le chiffre. Je pense qu'il faut revenir un peu à la raison et peut-être qu'il y a d'autres enjeux que seulement ceux de la traversée de Ceuta par des milliers de Marocains et peut-être d'autres nationalités qui se jouent en Europe. Je pense qu'il y a un autre agenda derrière. Alors, pour avoir consulté quelques amis sur place, quelques personnes que je connaissais à Ceuta, la thèse qui remporte l'adhésion, c'est la thèse d'une espèce d'immense rêve party pour jeunes Marocains, puisqu'ils avaient tous entre à peu près 15 et 25 ans, qui se sont dit qu'on allait passer un week-end côté marocain. Ce que je veux dire par là, c'est que il y avait un côté effet d'aubaine quand on regarde, puisque vous êtes sociologue, la carte un peu de ceux qui sont rendus sur place, ce sont de jeunes hommes entre 15 et 25 ans qui ont pensé effectivement passer un week-end en Espagne. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de quelques personnes que j'ai pu contacter sur place à Ceuta ? Alors, elle est assez juste, mais c'est pas le point de départ. Le point de départ, c'est tout de même des gens qui espèrent passer en Europe, parce qu'au Maroc, il y a une crise sociale qui ne dit pas son nom et qui est difficile à débattre au Maroc. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont les laissés pour compte du modèle de développement mis en place pour le Maroc, qui effectivement, on peut le voir, a réussi pour une partie de la population, mais qui a laissé une majorité un petit peu sur le côté. Et donc, on a des jeunes assez désespérés et qui se sont organisés pour passer. Et c'est eux qui ont déclenché en fait les choses, comme ça se passe en fait chaque été, sauf que là le nombre était beaucoup plus nombreux. Et puis il y a la majorité, il me semble, mais pour le vérifier il faut être sur place, qui eux sont sur les plages de Fneder, Mder, etc., qui sont en fait une station balnéaire dont la population triple voire quadruple à cette saison-là. C'est plus d'1 million de personnes sur ces plages et il suffit qu'ils marchent quelques kilomètres ou centaines de mètres s'ils sont à Fneder et ils rentrent si la frontière est ouverte. Donc il y a les deux éléments en même temps. C'est ce qui a donné cette dimension un petit peu, ce chiffre un peu fou. Mais à l'origine, c'est tout de même un problème de frontières et un problème de désespoir d'une partie de la jeunesse marocaine qui espère se rendre en Europe. Oui. Alors là, vous parlez d'or parce que c'est exactement ce que je racontais, c'est qu'effectivement, vous avez dans cette région du Rif et d'une manière générale une jeunesse marocaine désœuvrée, et surtout défranchisée, qui ne bénéficie pas de ce que le Maroc essaye de mettre en place, c'est-à-dire une économie plus industrielle, plus mieux connectée avec le monde. Autrement dit, il voit passer le TGV et non pas l'argent pour prendre le billet. Mais ce que j'essaye de comprendre aussi, c'est ces jeunes qui sont passés, qui visiblement sont pas. Je rappelle quand même qu'il y a eu une centaine de victimes. Ça a un peu échappé aux autorités marocaines, non ? Ça a totalement même échappé aux autorités marocaines et espagnoles. La dernière fois que ça s'était passé en 2021, il y a 10 000 personnes qui s'étaient présentées. Et à l'époque, ça avait été plus ou moins instrumentalisé et par le Maroc et par l'Espagne. Là, clairement, ça a totalement échappé au calcul des uns et des autres.
En tout cas, ça a totalement échappé au service de sécurité marocain, ça c'est sûr. C'est très difficile à prévoir à cette saison parce qu'en fait, il y a énormément de mouvements de population. Juste entre Tanger City, qui est beaucoup plus à l'ouest, le port de Tanger Med, qui est collé à Sebsa, de l'autre côté d'une montagne qui s'appelle la montagne de Moïse, Jebel Moussa. Il y a plus de 2 millions de personnes qui ont transité en 15 jours dans le fret. Puis il y a tous les estivants. Et puis en plus, il y avait la fête du trône, qui est un moment très important dans l'histoire de la nation marocaine, qui fête l'anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed VI et qui se faisait précisément là. C'est-à-dire qu'il y avait une cérémonie à Mdir, qui est une ville à 10 kilomètres, puis à Tétouan, qui est un peu la préfecture de la région, à 40 kilomètres. Donc les services de sécurité étaient organisés pour autre chose, pour la sécurité du cortège royal, pour tout un ensemble d'autres choses. Puis c'est un jour de congé aussi, la fête du trône, donc il y a une rotation des forces de sécurité. Et puis de toute façon, c'est aussi une situation très particulière d'avoir une enclave. C'est la seule frontière d'un pays membre de l'Union européenne encastrée en Afrique. Donc on a aussi une problématique géopolitique qu'il faudrait penser à régler autrement que en parlant de crise migratoire. Il y a, si ce n'est une crise, en tout cas une tension permanente autour de ces deux enclaves. Il y en a une autre plus à l'est, pas loin de la frontière algérienne, qui s'appelle Milélia, et qui en fait sont un peu des survivances anachroniques de la colonisation européenne en Afrique, et qu'il faudrait peut-être gérer autrement. Pourquoi pas une cogestion sous le modèle de Andorre entre la France et l'Espagne avec une présidence tournante. Ce sont des villes autonomes et ces différentiels de richesse entre cette ville autonome d'un côté et de l'autre côté une partie de la jeunesse marocaine dans le désarroi, évidemment, ne peut entraîner que ce genre d'envahissement, comme un peu un envahissement de terrain. Oui, alors il y a eu parmi les réactions politiques françaises un certain nombre, et dont un candidat à la présidentielle, Édouard Philippe, qui ont parlé d'appel d'air provoqué par le gouvernement espagnol Pedro Sánchez, parce qu'il a mené auparavant, au printemps, une grande campagne de régularisation d'étrangers sans papier. Est-ce que vous feriez un lien, vous, entre cet épisode et cette campagne de régularisation ? Non, parce que l'appel d'air, en fait, est permanent. Si appel d'air il y a, je réfute le terme, mais je le reprends pour mieux m'expliquer. Même la France, d'une certaine manière, par le fait que il y a des voies de réussite, de respect de la dignité humaine, de respect des droits de l'homme, des meilleurs salaires, hein, pour le dire aussi de manière plus économique, fait que on a, pas seulement au Maroc, mais dans beaucoup de pays dans le monde, un attrait pour l'Europe. Et de notre côté, il y a un besoin peut-être différent en fonction de l'Espagne, de la France, de l'Italie ou de l'Allemagne, mais il y a un besoin de main-d'œuvre permanent parce que les Marocains, pour parler d'eux, sont très nombreux dans les serres, dans la restauration, dans le service aux personnes à travailler, hommes et femmes. Donc, on voit bien depuis les rives marocaines qu'un certain nombre de nos compatriotes partent, parfois même dans la migration clandestine, et finissent par réussir parce qu'il y a un besoin d'eux dans la main-d'œuvre. Donc il y a une forme, si ce n'est d'hypocrisie, de mauvaise connaissance du sujet, et on ne réglera pas ce problème humain à coup de grillage ni à coup de déclaration choc. Il faut raison garder. L'Italie est dans la même situation. Pourtant, ils ont régularisé, alors que aujourd'hui, sa représentante, la représentante de l'État, du gouvernement, pardon, parle de se faire sortir l'Espagne de Schengen, alors qu'elle a elle-même régularisé un grand nombre de personnes, parmi eux une majorité de Marocains. Très intéressant de comprendre ce que cette crise raconte et de l'Europe et du Maroc. Merci à vous, Mehdi Aliwa, de nous avoir apporté votre éclairage depuis Rabat.